Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Alors, nous sommes ensemble comme chaque semaine pour commenter l'actualité nationale, internationale et faire un travail de déconstruction. Aujourd'hui, nous allons faire un point spécial, une fois de plus, parce que nous sommes en train d'assister à une accélération de l'histoire, tous ces dangers dont nous parlons régulièrement, à savoir dangers de guerre et dangers de catastrophes liées au dérèglement climatique, etc. Mais nous avons eu l'illustration que ce n'est pas une vitesse de l'esprit et que cela nous demande de nous y préparer le plus vite possible et de façon la plus conséquente qui soit. Ça va nous amener à parler en particulier du cyclone à Mayotte, avec toutes les implications économiques, politiques et autres, mais également, nous allons parler de la situation en Syrie et en Ukraine, qui sont des marqueurs de l'avancée de la guerre mondiale pour en tirer les conséquences que nous devons prendre en compte. Donc, c'est à partir de cela que nous allons faire les commentaires. Mais vraiment, je voudrais insister au départ sur un point, c'est que nous sommes en période de fête. Nous allons dans les cantiques, nous préparons des réveillons, nous cherchons des cadeaux pour nos proches. C'est absolument nécessaire. Il n'est pas question de dire que, bon, parce qu'on est en situation de crise, il ne faudrait pas procéder à ces traditions-là. Au contraire, nous avons besoin de nous défouler, de nous réunir en famille. Nous avons besoin de ça pour que notre équilibre mental, tout simplement, soit préservé. Mais l'erreur serait de laisser ces moments nécessaires de fête obscurcir notre esprit au point que nous n'accordions pas l'attention suffisante à la réflexion sur la situation et les urgences que cela nous demande de prendre en compte. Donc voilà, introduction pour dire que je m'allais pas niveau garde et c'est pas le fait ou qu'à mettre canari on dit. On commence avec Mayotte. Alors, cyclone qui ravage totalement l'île de Mayotte. On ne sait même pas encore le nombre de morts, puisque de très nombreux quartiers ne sont pas encore accessibles, et que les conditions de vie étaient tellement précaires que les logements n'ont pas résisté. Donc, on ne sait pas encore. On parle d'une trentaine de morts déjà déclarés, on parle de milliers de blessés plus ou moins graves, mais les autorités admettent qu'on ne peut pas faire de bilan. Et tout ce qu'on sait, c'est que ce bilan-là est catastrophique. On est vraiment dans une situation où l'île a été rasée. Alors, comment expliquer qu'une île qui est dominée par le colonialisme français depuis plusieurs siècles, une île qui est devenue département français parce que les populations justement de l'archipel des Comores dont Mayotte fait partie n'en pouvaient plus supporter le colonialisme français. Une île donc qui est devenue département français après une élection, je dis déjà, truquée, qui a permis qu'en 1974, non, plus que je raconte, en 2009, 1974, c'est l'indépendance des Comores, je vais préciser, en 2009, qui est département français depuis 2002,
puisse être à un tel point ravagé, alors que la France se prétend un pays puissant qui joue un rôle international décisif. Comment expliquer cela? Faisons le petit rappel historique. J'ai parlé de 74 tout à l'heure, je reviens dessus. L'archipel des Comores était colonisé par la France. La population se mobilise, il y a eu des révoltes, etc., au point qu'on impose à la France de faire un processus d'autodétermination. Il y a un référendum qui est fait. La population des Comores vote à 96,3% pour l'indépendance. Ça veut dire que les Comores ont massivement opté pour l'indépendance, pour chasser le colonialisme français. Sauf que la France fait un acte de gangstérisme international en disant, dans tout l'archipel, il y a une île, l'île de Mayotte, où le nom était plus important, le nombre de noms était plus important que le nombre de oui. Donc, ces gens-là veulent rester français, c'est à nous. Et puis plus tard, ils ont fait un département. Sachez que la communauté internationale a condamné la France pour cela et ne reconnaît pas la présence française à Mayotte. Alors, tous les journalistes qui viennent dire un cyclone n'est pas passé sur la France, sans jamais parler des Comores, ce n'est pas par ignorance, prouvent, ces journalistes-là, que ce sont des agents du colonialisme français qui travaillent dans les médias. Donc, Mayotte est française. Mais pourquoi pouvons-nous nous demander? Il y a eu plus de oui que de non contre l'indépendance à Mayotte. Pourquoi? Parce que Mayotte, c'était l'endroit où l'administration française était centralisée et que les Français vivaient à Mayotte en tant qu'occupants, mais qu'ils ont participé au référendum d'autodétermination. Donc, on a violé le principe même de l'autodétermination en permettant que les Français de passage votent pour le référendum d'autodétermination qui a mené à l'indépendance. C'est illégal. Mais admettons que la loi n'était pas suffisamment précise, que le référendum n'avait pas été suffisamment bien préparé, et donc, bon, ils ont voté. Mais ça veut dire quoi? Que parce que dans cette petite île qui fait partie d'un archipel, des gens ont voté majoritairement pour le oui, on a le droit de découper cette île-là de l'archipel des Comores. J'ai déjà pris cet exemple-là, mais pour que chacun d'entre nous comprenne bien de quoi il s'agit. Faisons une comparaison. Vous êtes dans la ville du Robert. Il y a une élection municipale. Il y a un candidat qui remporte l'élection avec 96% et il devient maire. Et puis, il y a un petit quartier dans une zone de VRP, un bureau de vote dans une zone de VRP, où le candidat d'opposition, parce que c'est là qu'il habite et qu'il a sa famille, a plus de voix que le maire. Alors, le candidat d'opposition dit, ah, ces gens-là n'ont pas voté pour le maire, donc c'est à moi. Je mets une clôture autour, je fais partie du Lamentin. Et puis, je décide de ne pas être attaché à la commune du Robert. Hein, et puis, je choisis mes affaires, je choisis de commercer avec le Japon, etc. Vous voyez que c'est vraiment du gangstérisme. C'est impossible. Et plus grave, tous les gens des autres quartiers du Robert n'ont pas le droit d'entrer là parce que le monsieur décide que ce sont des clandestins. Ce ne sont pas des gens de mon quartier.
allons donner un nom pour ne pas criminaliser. Disons, le quartier de Le Fait, et que le quartier de. Allons chercher un petit nom joli quand même. Le quartier Bougainvilliers. L'opposant a décidé que c'est à lui. Il ne reconnaît pas le maire qui a gagné l'élection. Et puis, il dit, les gens de café n'ont pas le droit de venir. S'ils viennent là, ce sont des clandestins, ce sont des sans-papiers. Je dois les renvoyer. Voilà la situation de Mayotte dans l'archipel du Congo. Et les Occidentaux qui défendent les droits de l'homme, qui envoient des fusées, des missiles pour l'Ukraine, en disant que la Russie ne devrait pas conquérir une partie, eh bien, ces gens-là même décident que Mayotte, ça leur appartient. Mais alors, comme ça ne suffit pas, il faut qu'on dise qu'on développe Mayotte, et puis que les Comores, ils ont pris l'indépendance, mais vous voyez, c'est un échec. Alors, qu'est-ce que les Français ont fait? Avec leurs services secrets, ils ont soutenu des coups d'État faits par des mercenaires, en particulier celui qui s'appelle Bob Denard, pour assassiner les dirigeants comoriens. Et à un moment, Bob Denard avait pris le pouvoir carrément, avait placé ses camarades dans les différents secteurs de l'économie et faisait de l'argent. Bob Denard. La France, avec la complicité de la France. Ce Bob Denard-là est mort en France en jouissant de l'argent qu'il avait volé aux Comoriens. Alors, quand Monsieur le Président de la République Macron se permet de venir après un cyclone et insulter de façon raciste et suprémaciste les gens victimes de cette catastrophe-là, ça défie l'entendement. J'avais déjà dit, je l'avais qualifié là, et je prends mes responsabilités, de chrétien raciste, quand il avait osé traiter les membres du gouvernement haïtien de cons, eh bien là, cela se confirme. Quand ce monsieur vient dire à des gens qui n'ont pas d'eau, dont les bâtiments ont été écrasés, et quand ces gens-là viennent lui reprocher les promesses non tenues à responsabilité, si nous n'étions pas là, vous seriez 10 000 fois plus de la merde. Un président de la République, c'est un chrétien qui peut se comporter ainsi. C'est intolérable. Et puis après, il va dire, ah, c'est la France qui est insultée, donc son président devait la défendre. Non, c'est M. Macron qui était pris à partie, parce que tout le monde sait, en France comme à Mayotte, qu'il est irresponsable et qu'il est méprisant et qu'il ne prend pas en compte la gravité de la situation que vivent les Mahorais. Je le répète, parce que j'aimerais bien qu'on m'argumente devant un tribunal si oui ou non ces propos-là sont des propos racistes ou pas. On met quelqu'un en prison parce qu'il dit qu'on attaque les autres, mais on devrait juger celui qui dit à des Mahorais, si ce n'était pas moi, vous seriez 10 000 fois de plus dans la merde. Si ce n'est pas du racisme, qu'est-ce que c'est? Bref, laissons ce Macron-là dans sa mesquinerie. Et puis, interrogeons-nous sur le choix qui avait été imposé à Mayotte de rester française. Vous vous souvenez qu'en s'appuyant sur des fascistes du Front National et sur des colonialistes français, on avait organisé des manifestations de Mahorais avec des drapeaux bleus, blancs, rouges, qu'ils n'ont certainement pas achetés ou fabriqués dans leur maison, qui avaient été distribués pour dire que nous voulons chasser les Comoriens, nos compatriotes Comoriens. Nous voulons, ce sont des clandestins, c'est à cause d'eux, ils font trop d'enfants dans les maternités, c'est à cause d'eux qu'on est dans la misère. Vous vous souvenez, c'était des choses
orchestrée par les colonialistes. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce que les Mahorais comprennent? Qu'ils étaient instrumentalisés, mais que dans la réalité, l'écrasante et la quasi-totalité de la population mahoraise subit les conséquences de l'exploitation coloniale. Comment expliquer qu'un pays dominé par la France depuis des siècles, devenu département depuis 2009, que dans ce pays-là, 80% des logements sont des logements précaires ou insalubres? Oui, il y a des bidonvilles où les Comoriens des autres îles sont venus, mais ce n'est pas eux seuls qui vivent dans les bidonvilles, c'est 80% de la population. Vous avez vu des images qui se retrouvent dans des logements précaires, sans eau et sans électricité, avec des bornes fontaines. Et la France tente d'être une puissance internationale. La vérité, c'est que la France n'est pas à Mayotte pour le bien des Mahorais, comme elle n'est pas en Martinique pour le bien des Martiniquais. Elle est là pour garantir une position stratégique dans l'océan Indien, de façon à pouvoir mener ses plans de guerre et ses velléités impérialistes. Garantir ses velléités impérialistes. C'est ça la réalité. 80% des gens qui sont dans des habitations. Un ou deux hôpitaux qui n'étaient pas aux normes, puisqu'ils sont balayés. On sait que le bâtiment est dans une zone à risque. Si on aime cette population et on veut la développer, on garantit la sécurisation de ce bâtiment. Donc, la leçon qui est tirée de ça, c'est que la dépendance ne peut à aucun moment permettre à un pays de se développer, et c'est ce que Mayotte réalise aujourd'hui. Et l'on peut dire que la mobilisation des Mahorais, les scélératesses verbales de Emmanuel Macron et le soutien international vont amener Mayotte à réintégrer l'archipel des Comores, donc, et à assumer son indépendance avec les autres peuples qui font partie de cet archipel. On va vers cela parce que aujourd'hui, les gens sont obligés de dire la France n'avait pas le droit d'être à Mayotte. Ça commence à être dit. En France, les Français ne le savaient pas. Les Français, à qui on disait Mayotte et la France développe Mayotte, en tout cas tous les Français qui sont épris de justice, de dignité, qui sont humains, disent mais on nous avait caché la vérité sur Mayotte. C'est vrai qu'on avait dit que c'était le département le plus pauvre de France, le Saint-Unième, mais la pauvreté, bon, on la connaît aussi, mais ils ne s'imaginaient pas que c'était à un tel niveau. Et voilà qui nous amène à faire la transition avec la question de notre propre pays. Parce que nous avons certainement un habitat plus sécurisé en général. Nous, les Martiniquais, savent se sacrifier pour construire un dur sans les aides de la banque, sans les prêts bancaires, malgré les impôts scélérats du gouvernement français. Beaucoup de constructions faites par coup de main, beaucoup de sacrifices de ceux qui travaillent. Bref, et puis, la France considère cette perle des Antilles comme sa vitrine dans la Caraïbe. Quand on a construit l'hôpital Laminard, eh bien, on a organisé des visites de tous les pays caribéens environnants pour dire, voilà, nous proposons de construire ça tant. Ceci dit, le bâtiment est beau, mais les personnels de santé et les patients qui dorment dans les couloirs savent que c'est une belle fleur sans odeur parce qu'on n'est pas soigné décemment, correctement. Et on sait toutes les difficultés des infirmiers, des infirmières, je n'insiste pas sur ça. Donc ici, nous avons une apparence de développement. On a des milliers de voitures, on a le record mondial du nombre de voitures par habitant. 358 000 Martiniquais, 220 000 véhicules, donc plus qu'un véhicule
pour 2 habitants. C'est le Caucase. Sans compter les carcasses qui s'entassent dans les différents dépôts, dans les différentes casses. On a ça, mais on ne se déplace pas. Chaque jour, aller au travail et revenir, c'est l'occasion d'être malade mentalement, de perdre du temps. Pourquoi? Parce que la France veut vendre des véhicules. Elle ne veut pas organiser le transport des Martiniquais. Donc, insistons bien sur l'apparence. Les centres commerciaux de chaque commune qui se multiplient plusieurs par commune, c'est parce que la France a besoin de vendre ses produits finis. Ce n'est pas parce qu'elle veut assurer la nourriture équilibrée des Martiniquais. Méfions-nous de cette apparence de développement pour dire ah, mais Mayotte était plus en chien que nous. Nous, tous les deux, sommes dans des situations dramatiques équivalentes parce que nous, nourriture, santé, accidents, maladies mentales, etc., c'est notre lot. Et comme la France, sans que le peuple martiniquais commence à revendiquer sa souveraineté, ben, elle a déjà son contre-plan, génocide par substitution, destruction des économies endogènes. Ça veut dire que ce que les Martiniquais font à la sueur du fond, ben, va écouler ça pour pouvoir satisfaire la caste biquée et les produits importés. Donc, elle a pris cette contre-offensive-là, génocide par substitution, destruction de l'économie endogène, quadrillage militaire avec exercice soi-disant pour évacuer des gens en cas de, mais pour quadriller vraiment toute possibilité de résistance, intégration technologique, administrative. Tout ce qu'on fait, il faut payer en France. Vous êtes en panne sur la route du Chêne, vous avez une crevaison, il vous faut téléphoner à une assurance en France pour que de France, on cherche un remorqueur qui vienne chez vous. Vous renouvelez votre carte d'identité, votre passeport, on enlève le nom Martinique dessus. Robert, France, République française, bleu, blanc, rouge. Le nom de la Martinique. Donc, il y a cette volonté d'annihiler tout simplement ce qui est le peuple martiniquais et ses droits. Je ne rappelle pas que dans la Constitution, on a modifié, on a remplacé peuple par population. C'est ça notre réalité. Nous avons cette politique colonialiste et puis nous avons la question de la guerre mondiale. Petite parenthèse, j'ai déjà eu l'occasion de parler de la guerre dans le Proche-Orient et de la guerre en Ukraine pour dire que c'est l'engrenage de la Troisième Guerre mondiale. Cela se confirme. Pourquoi? Parce qu'en Ukraine, on n'est pas arrivé à écraser la Russie comme on pensait le faire. On n'est pas arrivé à sauver l'extrême droite menée par Zelensky, malgré toutes les armes qu'on lui fournit, tout l'argent qu'on lui fournit au détriment de la vie des populations des pays donateurs. Et on a décidé de lui donner des armes à longue portée, des missiles à longue portée, pour essayer de se sauver en attaquant au fond de la Russie. La Russie va répondre par des missiles. Le dernier missile qui a été envoyé, c'est un missile français. Et comment a réagi la Russie? En envoyant des missiles sur la capitale Kiev et en touchant des ambassades. On est dans un engrenage là de l'Ukraine pour aller au Proche-Orient. J'avais déjà expliqué également que la tâche avait été donnée à Israël de saborder la région. Ils sont arrivés à renverser le régime de Bachir al-Assad, le gouvernement de Bachir al-Assad, comme ils l'ont fait pour l'Irak, la Libye
Et donc, ils ont porté des forces réactionnaires à la tête de la Syrie, déstabilisation de la région. Quand on a parlé de la fuite du président syrien, j'ai expliqué que c'était l'éclatement de la Syrie. En Irak, en Libye, on n'en parle plus, mais comment vivent les peuples irakiens et libyens? C'est la détresse, c'est la misère. Alors qu'auparavant, ils avaient une stabilité économique et un niveau de vie relativement élevé. Ce sont des chefs de guerre qui se bataillent, ce sont des intégristes. En Syrie, je l'avais déjà annoncé, aujourd'hui, on est dans une phase de déstructuration totale. Israël a profité pour occuper le plateau du Golan en chassant les forces de l'ONU de la zone de tampon. Elle a commencé à bombarder les bases de l'armée syrienne, rien à voir, mais elle bombarde massivement la Syrie. Les Turcs soutiennent des gens pour attaquer les régions où il y a des Syriens d'origine kurde. Actuellement, les médias n'en parlent pas, mais il y a des affrontements militaires entre les forces kurdes et les forces pro-turques en Syrie. Il y a une partie, on n'en parle pas non plus, il y a une partie de l'armée syrienne qui est arrivée à s'échapper et qui a commencé une guérilla. Mais qui est au pouvoir? Qui c'est qui est au pouvoir? Au pouvoir, c'est une section de Al-Qaïda rebaptisée HTS. Ce sont des terroristes intégristes qui sont au pouvoir. Et tous les Européens reconnaissent ou préparent la reconnaissance des terroristes. C'est effrayant, ça. Je signale qu'il y a des manifestations de femmes pour la défense de leurs droits qui se font déjà en Syrie. On n'en parle pas tellement. Donc, les Américains, c'est eux qui ont armé les intégristes pour arriver au pouvoir. Et toutes les chancelleries occidentales ont déjà établi des contacts. Bon, on va collaborer. Et puis les journalistes, qui ne sont certainement pas des gens inintelligents, qui s'acharnent à dire oui, il est plus présentable, il s'est engagé à respecter les droits de l'homme. Non, on peut travailler avec eux. Il faut lui demander tout simplement d'organiser des élections et on collabore avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'on nous disait jusqu'à aujourd'hui? Pas question de collaborer ou de discuter avec des terroristes. Rappelez-vous, ils avaient essayé de faire le coup en Afghanistan, quand les talibans ont pris le pouvoir, ils ont dit, bon, les talibans se sont engagés à respecter les droits de l'homme. Donc, attendons voir. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, les talibans? Quelle est la situation des droits de la femme en Afghanistan? Eh bien, aujourd'hui, les chancelleries occidentales viennent dire, comme ils nous ont promis d'être gentils, eh bien, on rétablit des contacts, on envoie des délégations. Non, ça nous montre que le but des Occidentaux était de déstabiliser la région davantage et d'éliminer quelqu'un qui gênait leur plan impérialiste de la région. Alors, deux conflits militaires qui auront des incidences très fortes sur nous, d'autant plus que la France, qui nous colonise, est dans une impasse et va obligatoirement régresser. Ce n'est pas un vœu, un souhait, ce n'est pas une hypothèse, c'est obligatoire. Économiquement, désindustrialisée, économiquement soumise aux intérêts des États-Unis, économiquement soumise aux intérêts des multinationales avec l'accord européen avec le Mercosur. Donc, économiquement, la France ne pourra pas tenir. Au point de vue budgétaire, on a révélé la dette publique abyssale qui pèse sur elle. Ils n'ont aucun moyen de régler ce problème. Aucun moyen. Il y
adorer si la France était un pays démocratique, parce qu'il y a eu des élections qui ont dit nous ne voulons pas des politiques d'austérité. Nous voulons des politiques qui remettent en avant la production locale, qui nous désolidarisent des Américains, etc. Et ces gens-là ont gagné des élections. Le régime présidentiel pseudo-démocratique français permet à Macron de dire non, 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 je nomme des premiers ministres qui vont continuer les scélératesses que vous avez refusées dans les autres. Donc la France est en instabilité politique. Alors, elle va plonger. Mais quand la France plonge, qu'en advient-il d'un pays qui est à 7000 km et qui est dépendant à 80% de la France pour son alimentation? Qu'en advient-il? Quand viendra-t-il de nous quand les Français fortunés vont laisser le bateau pour venir s'établir sur les plages martiniquaises et envoyer leurs enfants au lycée Chelcher qui est vide pour l'instant, enfin qui est sous-peuplé, disons. Ça veut dire que nous serons les dindons de la force pour prendre une expression française. C'est pour cela qu'il nous faut réaliser, en nous miser, en nous serrer les rangs en famille, en nous sauter, en nous danser, on a besoin de ça pour le voile. Mais là, la raison, à nous organiser comme nous, pour la lutte pour la souveraineté. Parce que tant que nous ne serons pas souverains, nous ne pourrons pas dire que les finances publiques vont pour la production locale endogène. Nous ne pourrons dire nous avons le droit d'acheter des pièces automobiles dans la Caraïbe 4 fois moins cher que le prix qui nous est imposé par la casse béquet. Nous aurons le droit de dire nous envoyons nos enfants dans des universités où le coût de la vie est nettement moins cher et où l'on étudie des choses qui nous correspondent, comme dans les West Indies, l'unité à Jamaïque, etc. C'est ça l'indépendance. Donc, nous avons besoin de cette souveraineté. Nous n'avons surtout pas besoin que des gens viennent nous amener 50 ans, 60 ans en arrière en disant allons demander à papa français de baisser les prix de quelques aliments. Ce n'est pas de la sottise, c'est de l'aveuglement politicien. Nous ne pouvons pas aujourd'hui venir dire aux Martiniquais allons demander de baisser les prix en prenant l'argent des collectivités locales et puis en permettant que les propriétaires, les grands distributeurs l'ont dit. Monsieur Parfait l'a dit. Nous allons baisser ça, mais nous allons nous attraper sur les autres prix. Et puis, dans tous les autres domaines de l'économie, électricité, tout ça, impôts, on sera étranglé. C'est revenir 60 ans en arrière, de venir dire que nous sommes français, il nous faut défendre notre ministre, etc. Non, il faut dire, attends, tout GCG, il y a un moment pour mettre 1 million ça. Nous ne sommes pas assez fins, assez filés pour comprendre ça. Oui, c'est difficile. Ce n'est pas les richesses pourtant. Oui, il y aura des problèmes. Mais si nous sommes unis et organisés, si nous nous préparons, nous surmonterons les difficultés. Si nous ne choisissons pas cette voie-là, nous irons dans des difficultés 1000 fois plus grandes que celles que nous aurions à confronter en luttant pour notre souveraineté. C'est le choix qui est devant nous. Nous avons des gens capables de mener ce pays de très, très, très haut niveau sur toute la surface de la Terre. Nous avons des Martiniquais, des Martiniquaises qui sont dans tous les secteurs à l'échelle de la planète. Vous regardez les vidéos YouTube que font des jeunes, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui parlent, qui analysent la situation internationale, qui proposent des projets. C'est pour ça qu'ils rentrent au pays. Ils vont rentrer au pays quand ils sauront qu'il y a quelque chose d'organisé, de structuré. Je veux dire autre chose, et je prends mes responsabilités en le disant. De toute l'histoire de notre pays, nous avons fait confiance à des gens qui nous promettaient la lutte. La droite était au pouvoir, allons soutenir la gauche. Quand la gauche sera au pouvoir, on vivra mieux. La gauche arrive
au pouvoir, et ça n'a pas été meilleur. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cadre colonial. Mais rappelez-vous, à l'époque, on nous faisait le chantage. Hein. Si vous ne soutenez pas les politiciens de gauche, les candidats de gauche contre la droite, c'est que vous étiez contre la Martinique. Ah, vous étiez contre le progrès. Nous avons dit non, pas question. Nous sommes une option indépendantiste. Après ça, la gauche a failli. Il y a des électoralistes qui nous ont dit, en gagnant les élections, nous allons pouvoir, avec des indépendantistes à la tête, nous allons pouvoir. Nous y avons cru, parce que nous croyions possible que des indépendantistes élus, en s'arrimant avec des militants du mouvement populaire, pourraient faire les choses bouger. Mais ce n'est pas le cas. Il y a eu une rupture entre des électoralistes indépendantistes et le mouvement populaire, et puis la logique électoraliste a fait que les indépendantistes élus passaient plus de temps à combattre les opposants, les adversaires de droite et de gauche entre Martiniquais que de combattre le colonialisme français. Ce qui fait que les gens ont été déçus. Puis la gauche est revenue, la gauche traditionnelle, intégrationniste. Ce qui veut dire que nous avons appris à faire confiance à des gens qui nous disent voilà la solution. Et comme nous faisons confiance aux leaders, comme nous aimons lutter par procuration, nous cabatons. Je prends mes responsabilités en disant que si aujourd'hui nous embarquons dans un mouvement qui est strictement considéré consacré à obtenir des améliorations venant de la clémence ou de la compréhension du pouvoir colonial français, nous allons avoir les mêmes déceptions. Parce qu'après, on va dire, bon, ben, allons essayer une autre forme électorale. La voie électorale coupée des mouvements populaires, c'est une voie, oui, à l'échec. Et une fois encore, on dira, ah, Martinique, ah, nous ne pouvons pas. Non, ce n'est pas Martinique, ce n'est pas nègre. C'est le fait qu'on choisisse des options politiques erronées. Il y a dans ce pays des milliers de gens qui ont l'attitude nécessaire pour que nous puissions avancer dans le pays. Les milliers de gens qui sont revenus à la terre, qui plantent, qui se battent, qui créent des petites entreprises et puis qui sont étranglés par les impôts français. Ces milliers de gens-là, c'est eux l'avenir de la Martinique. C'est eux, en leur permettant, en les aidant à s'organiser, à constituer un marché parallèle, dissident, marron s'il le faut, qui vont donner à manger à d'autres pays. Détruire, ça s'appelle. Hein? Combattre colonialisme, ça s'appelle. Hein? Et là, on fait ça. Et puis qu'on peut organiser pour manger. Qu'on peut organiser pour résoudre les problèmes de délinquance. Si vous croyez qu'on va s'appuyer sur des seules révoltes pour pouvoir chasser le colonialisme français, non, on contribue à enfoncer le pays. On contribue à enfoncer le pays. Les jeunes qui sont sur des barrages et qui coupent des poteaux de lumière qui, dans les quartiers, qui empêchent à des gens qui sortent du travail de façon violente. Pas en discutant, oui, camarade, il faut faire. Non, ça qui là, c'est nous qui mettons le pays, etc. Ce n'est pas leur faute, ce n'est pas eux qu'on condamne. Ce sont les produits d'une société violente qui ne leur donne pas les moyens de s'épanouir, qui les pousse à la révolte, qui les pousse dans les toxicomanies, et quand on est toxicomane, on ne contrôle plus ces réactions. Mais si c'est sur eux qu'on s'appuie pour croire qu'on va libérer le pays, on va sortir ensemble pour nous vérifier. Il nous faut nous appuyer sur des gens qui travaillent, des gens qui réfléchissent, des gens qui aident les jeunes en difficulté à dire pas des trucs, c'est pas en ce stade-là pour aller. Ou c'est un combattant ou formidable, etc. Mais là, au cas de corps, au cas de pays, venez puis nous. Mais l'ennemi principal, il faut qu'on s'appuie
sur des gens qui structurent, qui organisent, pas sur des sauveurs suprêmes. Il faut qu'on s'organise sur des gens qui ont prouvé depuis des dizaines et des dizaines d'années qu'ils travaillent aux côtés du peuple, qu'ils écoutent le peuple, qu'ils aident le peuple. C'est pas sur la Madone la Josso, bon, nous capoter tout bail parce que nous savons que yo dit que non, il faut quand même faire preuve de sagesse, de réflexion. Il ne faut pas que notre émotion, notre envie de lutter contre le système nous aveugle au point que nous pas le système là, ça ne pas nous. Il nous faut protéger nos jeunes qui veulent lutter et qui peut-être n'ont pas suffisamment d'expérience pour leur dire, maman, d'accord, mais l'ennemi a été décapité. Ce n'est pas tout seul pour lutter. Donc, nous avons besoin d'une unité au sein du peuple. Nous avons besoin d'expérience. Nous avons besoin de bocotage pour voir ensemble ce qu'il y a à faire. Nous avons à nous détourner des illusions électoralistes. Nous n'avons toujours qu'à dire ça qui est belle pour voter Baïd. Souvent, il y a dit, non, nous pouvons aller aux élections. Ce n'est pas pour l'élection qu'on a fait ça. Et puis là, il a dit, bon, c'est nous-mêmes, mais là, et puis il nous faut abandonner la voie de l'électoralisme. Je ne dis pas qu'il nous faut bannir toute forme d'élection, puisque si on est structuré, on peut décider d'investir des institutions pour mener le combat. Et je ne dis pas qu'il faut cracher comme certains le font à mauvais escient sur tous les élus. Il y a des élus honnêtes dans ce pays. Il y en a beaucoup qui sont limités par les lois françaises et qui n'ont pas le courage d'affronter. C'est vrai. Mais il y a des gens honnêtes dans ce quartier, dans ce pays, pardon, qui peuvent collaborer si nous développons cette union populaire, cette organisation populaire qui est indispensable pour conquérir notre souveraineté. Alors, je vais arriver à la conclusion et en disant que personne ne détient une vérité intégrale. Nous parlons ainsi de par notre pratique militante, des expériences que nous avons faites. Mais justement, ces expériences-là nous ont appris qu'on n'a jamais une vision globale. On ne peut pas dire pour les petits commerçants et les artisans ce qui est bon si on n'est pas petit commerçant et petit artisan, si on ne travaille pas avec eux, si on n'enquête pas. Non, il faut que ce soit les petits artisans, les petits entrepreneurs qui comprennent, bon, il y a ben, assez fait, puis avec chambre consulaire, nous qu'à structurer comme nous. Au départ, ils seront peut-être 20, 50. Mais ça, c'est un point menti. Que dans chaque secteur, nous parlions, que nous reconnaissions entre gens qui veulent sauver ce pays-là de façon responsable. Et puis mettons en marche un travail régulier. C'est pas un jour nous disons nous qu'il y a des réunions, blablabla. Mettons des espaces réguliers où on organise, on réfléchit. Notre organisation, le CNCP, soutient dans cette perspective une organisation qui est en train de se structurer, qui s'appelle l'administration alternative populaire, qui permet que des gens, indépendamment de leur tendance politique ou religieuse, mais qui ont cette vision-là, nous organiser pour être maîtres de notre destin, que ces gens-là se réunissent et puis définissent par étapes ce qu'il y a à faire et rentrent en contact avec tous les réseaux qui font ce même type d'expérience. L'administration, c'est une des réponses. Il y a beaucoup de rassemblements de producteurs qui se font, mais qu'ils s'organisent. Et puis que des passerelles s'installent entre eux, et que des passerelles s'installent entre eux et ceux des élus responsables qui savent qu'il nous faut préparer la souveraineté, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs, mais qu'il nous faut de toute façon la préparer, parce que viendra le moment où la Martinique sera souveraine. En cette fin d'année, le souhait que j'émets déjà, c'est que nous puissions dépasser les cancans politiciens, les manœuvres politiciennes, les querelles d'ego,
la prétention petite bourgeoise de ces individus qui croient que sans passé, sans expérience, ils connaissent tout, c'est eux qui doivent donner des injonctions à ceci, à cela, faire ça, dire non, soit je marche avec toi. Dépassons ça. Ça qui les fait. La société est ainsi faite. Chacun réagit d'après son passé, ses convictions. Ce n'est pas un jugement moral qu'il faut émettre. C'est la réalité. Mais ce qu'on a comme position, c'est que ça ne mène nulle part. Mais chacun fait son expérience. Mais en tout cas, tous ceux qui savent que, enfin, on ne fait rien sans préparation, ou pas qu'à faire un caille ou pas mis en plan, ou pas qu'à faire un caille ou pas ça, qui mon caille fait plomberie, etc. Mais ceux-là, le moment est venu qu'on se rassemble. Merci de votre attention.